Introduction légendaire dans 3, 2, 1. Salut à tous, c'est Thomas et bienvenue chez Eurosport. Salut à vous, mes frères et sœurs Spondy, content de vous retrouver aujourd'hui. Et salut aux autres aussi, aux curieux, aux intéressés, donc aujourd'hui c'est une vidéo qui vous concerne, qui nous concerne. Et on est avec Didier, de retour, épisode 3. C'est une première internationale sur ma chaîne. On est à un épisode 3 d'un témoignage, ok. Et voilà, vous allez voir comme d'hab, ça va être intéressant. On a beaucoup de choses à débattre ici. Et je commencerai par la première question. Bon, on en a déjà parlé un petit peu avant, tu vois, on a mis les choses au point. Mais je vais commencer par la première question qui est très importante pour poser les bases de cette vidéo. Alors, Didier, bon, moi j'ai déjà la réponse, mais voilà, je pose la question quand même. Spondylarthrite ou pas? Alors, dans mon cas, j'ai été diagnostiqué lupus. Voilà. Donc voilà, pas de spondylarthrite, mais des symptômes voilà, c'est ce que je pensais, c'est plus cadré. Ouais, c'est vrai que j'ai vraiment mis un cadre serré. Écoute, si je t'oppresse, tu me le dis, on élargit le cadre et c'est comme tu veux. Hein. Bah écoute, tu préfères? Moi c'est juste que j'aime bien te regarder. Ouais, regarde-nous, il n'y a pas de souci, ça va. Mais là, ça va. Là c'est bon là. Là oui, ça va, mais ne recule pas plus. Ok, ouais, je reste comme ça. Ok, ça va, ça marche. Donc, voilà. Donc, où est-ce que j'en étais j'étais à spondylarthrite ou lupus, oui, et donc, tu commençais ton raisonnement. Lupus, mais j'ai des symptômes similaires à ceux de la spondylarthrite. Oui, voilà. Et c'est pour ça que dans les deux premières vidéos, le premier témoignage en fait, c'est pour ça que il y avait suspicion de spondylarthrite parce que tes symptômes étaient très proches. Et tu peux les décrire, donc en commençant par les symptômes majeurs et en terminant peut-être par ce qui s'apparente plus au lupus. Alors le premier symptôme majeur c'était des douleurs au niveau des lombaires, des lombalgies. Puis ensuite ça a monté, c'est devenu également des dorsalgies et puis des cervicalgies. Donc à un moment donné j'avais toute ma colonne vertébrale qui avait des problèmes d'inflammation. Effectivement, c'est des symptômes que tous les spondys, je pense, reconnaissent. Voilà, ça c'était mes premiers gros symptômes. Ensuite, c'était donc avec les cervicalgies sont venus des maux de tête aussi. Et puis les intestins qui partaient dans tous les sens. Et aussi des problèmes d'estomac, mais ça, je ne sais pas si c'est lié au lupus, parce que j'ai toujours eu des soucis, on va dire, au niveau de l'estomac. Donc, voilà. Mais je pense qu'il y a quand même un lien au final. Quand tout va mieux, l'estomac aussi. Donc, oui. C'est intéressant. Je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'en reparler au fur et à mesure de la discussion. Ah oui, l'hyperacousie aussi dans mes oreilles. Et ça, c'est arrivé en même temps? Ça, en fait, j'ai d'abord eu un acouphène dans l'oreille gauche qui a duré quelques semaines. L'acouphène est parti. J'ai été tranquille pendant 2 mois. Et puis hop, il est revenu un beau jour et maintenant il ne me quitte plus. Je pense qu'il va rester là ou alors peut-être qu'il va repartir. Pour toi, c'est en lien? C'est en lien, oui. Ok, ça marche. Et l'hyperacousie, donc hyperacousie et acouphène, tout est lié. Mais c'est juste un nouveau symptôme qui est apparu en dernier. On va dire c'est le dernier. Ouais, ok. C'est le dernier arrivé. Bon, d'accord. Donc, le lupus est bien une pathologie auto-immune. Tout à fait. Ouais. Et tu as décidé, de par mes vidéos, car au départ, tu pensais à une spondylarthrite, du coup, c'est comme ça que tu m'as découvert, entre guillemets. C'est ça. Et tu as décidé de débuter l'alimentation sénialais et tu as aussi basculé sur une variante, le régime paléolithique. Le régime paléo. Et aussi intéressant, tu t'es mis à pratiquer le jeûne intermittent. Ça, c'est... Alors, est-ce que tu peux nous dire, de toute façon, en gros, moi le régime sénialais, il est résumé dans suffisamment de mes vidéos. Je vais peut-être faire juste une parenthèse concernant le régime paléolithique. Là, on peut en débattre à deux, mais le régime paléo, quelles sont les différences par rapport au régime sénialais? Moi, j'en vois une majeure, c'est l'exclusion des céréales sous toutes leurs formes et des légumineuses. Et alors, est-ce qu'il y a d'autres choses aussi? Ouais, tu m'as parlé des modes de cuisson. Ouais, mais je pense que le fromage est toléré dans le paléo. Ah, ok, intéressant. Ça, je savais pas. C'est possible. Le fromage à pâte dure est toléré dans le paléo et surtout le fromage de chèvre est encore plus, on va dire, est encore
pose encore moins de problèmes que le fromage de vache. Pour moi, ça c'est du légume. C'est du régime méditerranéen crétois. Ouais. Mais bon, soit. Mais admettons. Ça pourrait être intéressant. Je pense faire une vidéo plus tard. Je pense faire une vidéo plus tard pour comparer le régime paléo et le régime sénialé, car le régime paléo peut avoir une influence positive aussi sur les symptômes de maladies inflammatoires chroniques. Donc ça pourrait être intéressant d'en parler. Mais soit. Bon, en gros, je pense qu'on a posé les bases ici. Clairement, c'est ça les grosses différences légumineuses, céréales. Ouais, ça c'est la grosse différence. Et également les. Qu'est-ce que j'allais dire? Et également les modes de cuisson où il ne va pas y avoir de préoccupation particulière quant au mode de cuisson dans le régime paléo, me semble. C'est ça, le régime paléo ne fait pas spécialement. C'est pas une règle d'or, mais après on sait quand même que la cuisson, il faut faire attention, quoi. C'est ça. Mais en tout cas, c'est pas un point, c'est pas une règle phare dans ce régime-là. C'est ça. Ok, ça marche. Bien. Par rapport à ça, juste combien de temps de pratique alors maintenant depuis, parce que bon, il faut savoir que tu vas mieux quand même, beaucoup mieux, beaucoup même mieux. Depuis notre dernière vidéo, ça va encore mieux. Voilà. J'ai encore perdu du poids et on est bien. En plus, donc en plus d'être, on va dire, en phase de rémission totale, il y a juste ces petits derniers symptômes qui apparaissent entre guillemets, mais par rapport à tes symptômes majeurs, tes douleurs chroniques et l'état que tu pouvais avoir encore l'an dernier, hein, c'est ça? Là, on est à un monde de différence. En fait, même par rapport à juin, en fait, parce que j'ai commencé début juin, donc j'étais au plus bas. Début juin 2021. Non, 2022. 2022. Attends, oui. Oui. Ah oui, 2022 seulement. Ah oui, ok. Je pensais qu'on s'était vu plus tôt que ça. Mais ok, d'accord. C'était juin 2022 qu'on a commencé. Donc ça fait seulement quelques mois et l'évolution elle est incroyable en seulement quelques mois. Ok, super. Oui, je pensais pas que ça. Enfin, c'est relativement. Donc juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. C'est ça. Décembre. Là, ça fait 7 mois de pratique. 7 mois de pratique du régime sénialé. Paléo, le régime paléo et le jeûne intermittent, ça j'ai commencé fin août. D'accord. Ouais. Bon, ça marche. Combien? Donc le temps de pratique, c'est clair. Donc là, on est à 7 mois. Mais les bénéfices que tu as actuellement, donc là, tu es en phase de stabilisation, mais les bénéfices que tu as actuellement, tu as commencé à les ressentir quand? Cette phase de stabilisation, de bien-être? Je me sens déjà globalement beaucoup mieux depuis, je dirais, le mois de septembre. Ah oui, ok. Ah oui. Donc en 4 mois, tu as eu le résultat en 4 à peu près mois, ici actuel à ceci. C'est ça, en 4 mois, exactement. Top. Exactement. En fait, rajouter le jeûne intermittent au régime alimentaire, ça a tout débloqué. Ça a boosté. Ça a boosté, incroyable. Intéressant. Et plus la médecine fonctionnelle et alors. Ça, on va y venir. Effectivement. Pour l'instant, pour rester dans cette pratique régime paléo, régime sénialé et jeûne intermittent, est-ce que tu as rencontré des difficultés pour la mise en pratique? Parce que bon, j'imagine que tu n'as pas tout commencé en même temps. Non. Dans ton régime sénialé, par exemple, la phase 1, donc vu que tu l'as pratiqué, c'est ça que tu as commencé, c'est ça que tu pratiques, tu as pratiqué entre guillemets le plus tôt. Ouais. Donc, est-ce que tu as rencontré des difficultés là-dedans? Non, parce que j'étais motivé comme jamais. T'étais déter. En fait, une fois qu'on n'est vraiment pas bien et qu'on se dit que c'est la seule solution pour aller mieux, je peux te dire qu'il n'y a pas de limite, donc il n'y a eu aucune difficulté. J'ai flingué tout ce qui n'allait pas dans mes armoires. Et en 2 semaines, j'avais changé toute mon alimentation et fait toutes les courses qu'il fallait pour mettre le régime sénialé en place. Donc c'est vraiment le. J'ai été en mode spartiate. Ouais, je comprends tout à fait. Moi j'appelle ça, c'est le mode Spondy Warrior. Bon, pour toi du coup c'est Lupus Warrior, mais oui, je vois très bien de quoi tu veux parler. C'est très radical, mais effectivement quand on est au pied du mur, la motivation est inébranlable. Donc ok. Les bénéfices, on en a parlé après combien de temps? Ça a été relativement rapide, donc après 4 mois, c'est une phase. Et pendant ces 4 mois, est-ce que tu as eu, on va dire, ce bénéfice? Toi, allez, on va dire, est-ce que tu as eu des améliorations constantes? Ou c'était plutôt en dents de scie? Est-ce que tu as eu des rechutes? Alors, pendant les premières semaines, on va dire pendant le mois de juin et le mois de juillet, globalement, ça avait fort amélioré, mais après ça a stagné entre juillet et septembre avant que je commence le jeûne intermittent. Stagné ou régressé?
Je dirais qu'il y avait des moments ça descendait un petit peu, puis ça remontait un petit peu, c'était un petit peu en dents de scie comme ça, mais jamais vraiment une grosse régression, c'était juste on va dire des petites rechutes, on va plutôt appeler ça comme ça, mais sinon ça remontait globalement. Voilà. Ce sont effectivement des choses qui arrivent et qui sont aussi décrites dans les ouvrages de Jean Seignalet, c'est ce qu'on peut lire dans les témoignages. Il y a des épisodes de rechute avant cette phase de stabilisation, de bien-être, de rémission. Ce qui m'intéressait aussi, donc maintenant que tout va mieux, on va en parler. L'étape supérieure pour toi a été aussi de passer, donc en Belgique on a cette chance, de passer en médecine fonctionnelle. Donc on a de la chance, donc ici on est à Liège, hein, donc apparemment tu as trouvé un médecin fonctionnel assez facilement. J'en connais au moins 2 de médecins fonctionnels. Dans la région il y en a déjà 2, ce qui est effectivement ce qui est déjà pas mal. Donc tu as fait ta transition en plus en médecine fonctionnelle et par rapport aux efforts que tu fournissais déjà de par l'alimentation et ton hygiène de vie, quel a été le gros point supplémentaire par rapport à cette approche-là? Donc la médecine fonctionnelle m'a fait découvrir des choses très intéressantes. Parce que j'étais vraiment dans le régime draconien spartiate Seignalet paléo. Ouais. Et j'ai découvert que j'étais tellement dans le mode spartiate, donc à fond oméga 3, supprimer totalement les oméga 6, que je me suis retrouvé avec une balance oméga 6, oméga 3 qui était complètement déstabilisée. Je pétais le plafond en oméga 3 et en oméga 6 j'étais en dessous de tout, quoi. Dire, donc ça il faut avoir, comme dans tout, il faut un équilibre au niveau de l'alimentation. Il m'a aussi expliqué que j'avais des petits soucis au niveau de l'estomac, mais je savais déjà du foie. Et juste utile de préciser, mais ce déséquilibre oméga 3 trop supérieur aux oméga 6, déjà c'est rare. C'est plutôt l'inverse. C'est très rare. Dans l'alimentation actuelle chez la plupart des personnes, mais ça a été mis en évidence par ta prise de sang complète. Oui, la prise de sang qui fait 5 pages de long. Oui. Là, en fait, il y a une partie dans la prise de sang qui s'appelle le profil gras. Et dans le profil gras, on voit oméga 3, 6, 7, 9 et le ratio à chaque fois, la balance entre tous. Parce que c'est bien d'avoir beaucoup d'oméga 3, mais il faut avoir les oméga 6 en conséquence pour stabiliser le tout et inversement. Voilà. Donc ça, en gros, c'est la première chose qui a sauté aux yeux dans cette analyse sanguine. Donc c'est que tu as voulu trop bien faire, du coup tu tombais encore dans un autre excès, donc comme quoi tout est vraiment une question d'équilibre. Et au niveau, par exemple, donc tu me parles des oméga 3, au niveau minéral, au niveau vitaminique, est-ce qu'il y avait des choses flagrantes ou pas trop? Ou pas du tout, en sachant donc que tu avais, avant de passer en médecine fonctionnelle, tu avais plusieurs mois de pratique au niveau du régime Seignalet, donc tu as dû forcément avoir des bénéfices de cette période-là. J'avais, au niveau vitamine D, j'étais au top, à la limite supérieure, vraiment au top du top. Sélénium, j'étais au top du top. Forcément, oméga 3, j'étais au top du top aussi. Non, c'est même trop. Même un peu trop d'ailleurs. Donc là, j'ai un peu ralenti la cadence. Qu'est-ce que j'avais d'autre qui était vraiment... Favorable ou défavorable? Les bêta-carotènes. J'étais au-dessus, mais les bêta-carotènes, c'est très bon, donc voilà. Provitamine A, donc ça j'étais vraiment au top du top aussi. Sinon, au niveau hormonal, j'étais ok. Et en fait, le seul problème, c'était ma balance. C'était ça. C'était ma balance acide gras qui était complètement flinguée, mais à part ça. Donc au niveau hormonal, donc thyroïde. Et les surrénales qui étaient un peu rapapla. Voilà. Donc ça, au niveau du cortisol, il y avait un souci. Ça, tu es supplémenté en ce moment? Donc ça, oui. Si. Ok. Donc ça, c'est intéressant parce que justement, c'est un parallèle. Bon, j'en reviens un petit peu à moi, même si entre guillemets tu es la star de cette vidéo et c'est vrai, j'ai oublié Sarah, je t'ai pas introduit, mais c'est pas grave, on verra Sarah après. Désolé, j'ai oublié d'en parler. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, j'en reviens à moi, mais il y a aussi ce cortisol dont j'étais déficient. Et donc cortisol très connu, on dit que c'est l'hormone du stress, mais c'est aussi une hormone anti-inflammatoire primaire. D'accord? Donc être déficient en cortisol, c'est avoir un anti-inflammatoire naturel en moins dans le corps. Et ça, c'est quand même plutôt défavorable dans nos pathologies auto-immunes. Soit. Donc, la médecine fonctionnelle a mis en évidence trop d'oméga 3. Donc ça a été réglé. Pas assez d'oméga 6. Pas assez d'oméga 6.
Le reste était bon, en vitamine D t'étais bon, tu avais commencé à te complémenter, un peu au hasard entre guillemets, mais bon voilà, visiblement Ouais, voilà, ça a bien fonctionné. Ça a bien fonctionné. Ça a bien fonctionné, ouais, voilà. Donc ce cortisol, donc au niveau hormonal, là tu es complémenté. Et donc le fait d'avoir réglé, donc, ou d'être en train de régler ça, est-ce que ça t'a encore apporté un mieux-être ou ça n'a fait que conforter ton état Donc ça c'était vraiment les éléments qui étaient mis en valeur dans la prise de sang. Ouais. Mais en dehors de la prise de sang, j'ai fait 2-3 autres examens, on va dire, c'est avec... oui, la dysbiose, ouais, tout à fait. La dysbiose et tout ça. Donc avec les 2-3 autres examens à côté, en racontant mon histoire et en en m'auscultant, le médecin a vu que j'avais aussi donc des problèmes d'hyperméabilité intestinale. Oui. Il m'a prescrit de la glutamine. Notamment la glutamine, ouais, avec c'est ça. du zinc, toute la famille des vitamines B et d'autres choses comme du curcuma et vraiment des éléments. Une complémentation destinée à restructurer ton intestin et à rééquilibrer cette flore intestinale. C'est ça. Okay. Et donc l'apport de ceci, donc il y avait aussi des fibriotiques, prébiotiques donc, et ceci plus les oméga 6 à prendre au quotidien, là ça m'a clairement débloqué à fond mes problèmes de cervical, de dos et de lombaire. Quand tu dis problème, c'est les douleurs quoi. Les douleurs, ouais. voilà. Okay, les douleurs exactement. Donc tout ça, tu as vraiment senti un mieux. Tout ça, à un moment donné, disparu. Ok. Et j'aimerais vraiment attirer aussi l'attention de nos viewers, donc de nos spectateurs, on va dire que j'utilise encore trop d'anglicisme, donc de nos spectateurs sur le fait que donc, tu as repris les activités sportives depuis un petit temps là. J'ai repris les activités sportives jusqu'en octobre. Ouais. Après, on est au mois de décembre. Voilà. Novembre, décembre, j'ai un peu lâché le truc. J'ai fait 2 fois du sport à tout casser. Ça, je dois avouer, je dois récupérer la motivation. Voilà, c'est ça. Parce que c'est pas une question, c'est pas une question de santé là, c'est une question de motivation. Là, c'est juste une question. Monsieur se permet maintenant. Voilà. Oh non, j'ai plus envie là. En fait, je me permets le luxe. Je vais tellement mieux que je me permets le luxe de c'est ça, de laisser un petit peu tomber ce côté-là. Si j'y allais. Ouais, ok, d'accord. C'est quand même intéressant. Et alors, le sport, bon, ok, la salle, chouette. Mais alors, moi, je trouve quand même impressionnant pour quelqu'un qui sort de douleurs chroniques, même si c'est pas une spondylarthrite, c'était un lupus, on est d'accord, mais qui en gros avait des symptômes similaires aux nôtres. Moi, ce que je trouve incroyable, ce qui est génial en tout cas, c'est que tu as repris du mini-foot, qui n'est pas le sport le plus doux pour les articulations. Tu n'es pas sur un banc en train de pousser une barre à 80, 100 kg. Hein, peut-être. Non, je sais, mais je veux dire, soit. En tout cas, d'un point de vue articulaire, on est sur des changements de direction, on est sur de la course sur sol dur, avec des semelles dures. Donc, niveau genou, hanche, bas du dos, ça douille en mini-foot. Hein, et tu peux terminer ton entraînement et passer les jours suivants totalement sereinement. Oui. Voilà. Donc c'est quand même génial, bon, ce qui est en fait totalement normal à 27 ans. Oui, en fait, oui, c'est tout à fait normal. Voilà, ce qui est totalement normal, mais voilà. C'est exceptionnel. Oui, c'est ça. Pour nous, au moment où les douleurs, les crises commencent, ça devient, c'est surhumain, quoi. Je veux dire, ou alors on le paye pendant plusieurs jours, après avoir pratiqué une activité sportive. À l'époque, 5 jours après, j'avais encore mal partout dans le dos après avoir fait une pratique sportive. Ouais. C'est quand même triste à l'époque, à 26 ans, quoi. Oui, non, je sais, je suis passé par là, je vois tout à fait de quoi tu parles. Effectivement, c'est totalement anormal. Et d'où ton comportement, d'où ta détermination aussi à avoir installé tout ça. Donc, tant mieux, bravo. Et maintenant, ça ne me demande plus aucun effort, tellement avec le temps, c'est devenu une routine totale, quoi. Enfin, tu as raison d'attirer l'attention là-dessus aussi. Donc là, ça fait 20 minutes, ouais. La caméra va peut-être s'éteindre, on a encore 5 minutes. Ça va. Donc, c'est bien, tu viens d'attirer l'attention sur quelque chose justement que je n'avais pas mis sur ma petite liste. Mon petit pense-bête, voilà, je te remercie. Et donc, ça effraie donc, la pratique de l'alimentation signalée ou du régime paléolithique, ou cette pratique justement, entre guillemets, moins permissive qu'un régime occidental classique, open bar, encore un anglicisme, totalement ouvert sur l'alimentation moderne, peut effrayer certains. Mais ici, voilà, tu l'as tellement ritualisé, ça t'apporte tellement de bien, et en gros, tu manges quand même, tu peux te faire plaisir.
tu manges quand même beaucoup de choses intéressantes. Enfin, je veux dire, tu n'es pas en train de te restreindre perpétuellement. Tu as perdu du poids, non pas parce que tu manges rien, on est d'accord. Non, parce que je mange bien. Oui, voilà, tu as perdu du poids parce bon que tu manges. gras, Oui. beaucoup moins de sucre, donc forcément, voilà, on maigrit, on a un poids de santé. Un poids de forme, voilà, exactement. Franchement, je fais le même poids que je faisais quand j'avais 16 ans, quoi, 17 ans, c'est incroyable. Ouais. Donc voilà, ne pas avoir peur de ces changements. Tout être humain a peur du changement, c'est totalement normal, mais je veux dire, voilà, ici au niveau alimentaire, ça je le dis dans chacune de mes vidéos, mais vous allez garder beaucoup de contentement dans cette alimentation. C'est simplement s'habituer et voir les choses autrement. De toute façon, c'est pas ma dernière vidéo, ce n'est pas ma dernière vidéo sur l'alimentation signalée, et je pense qu'on aura encore l'occasion d'en débattre. Bon, est-ce que tu vois quelque chose à rajouter par rapport ici justement à cet épisode 3, enfin cet épisode, si on va dire l'épisode 3, des anecdotes. Juste dire que tout est une question d'habitude au final. Et que oui, il y a le côté social et les gens, voilà, mais si on fait des repas en famille ou entre amis et que les gens vous apprécient vraiment, ils font un effort pour s'adapter à votre régime alimentaire. C'est ça. Donc il n'y a pas de stress. Et s'ils ne font pas l'effort, c'est qu'ils ne tiennent pas suffisamment à vous. Donc, ouais, voilà, c'est la sélection par l'alimentation sur les bonnes relations sociales. C'est ça, exactement. Magnifique. Ça. Je pense qu'on pourrait clôturer cette partie 3 par ces belles paroles. Et justement, on va, mais là je vais me projeter, mais on accueillera dans un futur très proche la partie 4 avec Sarah, donc la compagne de Didier, comme on dit, derrière chaque grand homme il y a une femme, et bien voilà. Donc Sarah va témoigner, donc Sarah n'a aucun problème de maladie auto-immune, rien, en gros, elle a peut-être des petits soucis justement, mais qu'elle mettra en évidence elle-même, mais rien à voir avec une maladie auto-immune. Et par solidarité avec Didier, elle a continué, on va dire, l'alimentation signalée quasiment en même temps que lui. Et il y a eu du changement aussi. Là, ça va être intéressant. Donc, on va en discuter donc dans la prochaine vidéo. Voilà. Fin de l'épisode 3 avec Didier, encore merci. Et on se retrouve avec Sarah pour l'épisode 4. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle te motivera, qu'elle t'a servi à quelque chose. Et on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Salut! Salut! C'était simple.